Il y a un aspect de la personnalité d'Eddie Marajo que vous ne connaissez pas. Il a une panoplie de blagues, d'histoires, de trucs qui vous emportent et qui vous empêchent de vous concentrer. Alors, pourquoi cette introduction? C'est pour que je retrouve mes esprits. Alors, je lui dirai bonjour en dernier parce que je vais continuer le rire que j'avais au fond de la gorge. Ça va, Daniel? Oui, ça va très bien. Une semaine, il y aurait beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire. Moi, je retiens juste la libération d'Olivier Dubois, parce que je pense que c'est vraiment important. Et puis, l'appel des 200, avec 200 signatures, Faire pays, initié par Patrick Chamoiseau. Moi, j'ai trouvé intéressant le contenu. En même temps, parce que ça appelle les Martiniquais à discuter entre eux, à débattre, à échanger sur toutes les formes possibles, les places publiques, les cafés, les bars, les restaurants. Bref, allons-y. Oui, mais les intellectuels qui vont discuter entre eux par rapport à ce Écoute, texte. regarde les signatures, il y a des gens de tous les milieux. Moi, pourquoi ne pas ouvrir le cercle? Oui, il faut avoir de l'espoir. Emmanuel, ça va? Ça va très bien, merci. Bonjour à tout le monde. Oui, moi je retiens aussi la conférence d'hier soir que Tous Créoles a organisée, qui était une très très belle conférence avec José Marot-Desgrottes comme conférencier. Rappelle le thème. Sur le thème des débuts de la société martiniquaise. Donc on a parlé des Amérindiens, enfin toute cette période 1490 au XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle à peu près. C'était passionnant, il y avait un public fourni, il y avait 350 personnes attentives et il y a eu des échanges de qualité au terme de ce débat. C'était un grand moment, un moment d'intelligence, d'histoire et d'échanges de qualité. Je vais revenir là-dessus. Eddie? Une petite blague, je plaisante. Non, ça va. Je suis dans un pays formidable, avec des activités formidables, des gens formidables. Non, j'étais sur un barrage et je ne faisais pas partie des barreurs. Je passais et puis il y a un type sur le barrage qui me reconnaît. Il dit, mais son café là, il m'a essayé de passer. Vous savez qu'on peut y passer. Il m'a dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, on tourne on t'es qu'à blaguer, allez. Comme quoi, il faut savoir se soumettre. Non, il faut obéir au diktat du peuple. Apparemment. Hein? Apparemment. Ah ouais, il y a des exceptions. Ce que j'ai remarqué de la conférence d'hier soir, puisqu'il est notoire que je suis le président rappelé au service de cette association, c'est qu'en fait, la participation de ce qu'on appelle péremptoirement les activistes, les vrais activistes, un autre profil que ces jeunes-là, plus actifs. De leur présence, il y a comme du piment, comme quelque chose qui rend les choses, qui justifie ces conférences, ces réunions, cette ouverture. C'est tout ce qui a le temps à devenir l'endroit où ils viennent respectueusement, mais avec une certaine insolence. J'adore ça. Et, ils ne sont pas vulgaires, ils exposent des arguments, leur idéologie, tranquillement, sereinement, ils s'expriment clairement, ils argumentent, argument contre argument, sans faire de tautologie, et moi je trouve ça passionnant. Si je crois que mon mandat a une empreinte de réussite, c'est celle-là. C'est-à-dire que nous sommes un endroit où les jeunes viennent. Alors je les ai rencontrés ailleurs, où ils sont un peu plus violents, parce que ce sont des réunions organisées par des politiques. Alors que là, s'il y a quand même des béquets dans la salle, il y a des mulattes, Chabet, il y a des riches, il y a des pauvres, et ils admettent, ils comprennent, et ils jouent le jeu. En tous les cas, je les remercie pour leur pondération et leur participation à nos travaux, et je les invite, mais solennellement et sincèrement, en vérité. Voilà. Bon, ben, je pense qu'après ça, un petit jingle pour nous rafraîchir l'âme et l'esprit. Est-ce qu'on va assister à un krach bancaire? Est-ce qu'on va être comme en 1900, c'est quoi, 39 ou 30? Est-ce qu'on va être comme en 2008? 2008. Est-ce que, dans quelle salade nous sommes? Il n'y a qu'une personne là qui puisse nous éclairer sur la question. Et puis un peu Emmanuel aussi, mais l'observateur le plus perfide de cette affaire, c'est Eddie, faillite bancaire à Wall Street, la crise persiste malgré la multiplication des sauvetages. Les Américains mettent du poignon pour sauver leur système. À toi. Alors, je m'adresse ici aux 40 000 Martiniquais qui ont plus de 100 000 € sur leur compte bancaire. Ah. Oui, un paquet.
Bon, ça fait que 10% de la population, hein. C'est pas non plus la majorité. Et je leur dis, faites attention quand même, parce que la somme maximale garantie en France, c'est 100 000 euros. C'est-à-dire que si votre banque fait faillite, et c'est déjà arrivé, le Crédit Martiniquais a fait faillite, on est bien d'accord. Si votre banque fait faillite, vous n'aurez comme garantie que 100 000 euros. Aux États-Unis, c'est 250 000 euros. Voilà, donc il faut le savoir. Alors, ce à quoi on assiste, c'est évidemment une espèce de jeu du domino. Vous savez, bon, il y a une banque qui fait faillite, qui entraîne une deuxième, troisième, etc. Alors, je vous donne le chiffre quand même. Ça a commencé bien avant que ça arrive dans la presse. On a au 24 octobre 2022, personne n'en parlait, il y en avait déjà eu 106 qui avaient fait faillite aux États-Unis. OK. En 2008, il y en a eu au total 1700 banques qui ont fait faillite. En 2008. Bon, c'est 10%, mais ça va venir. Larry Fink, qui est le patron de BlackRock. BlackRock, c'est une énorme entreprise c'est un gestionnaire de fonds qui prend l'argent des gens qui ont de l'argent et qui les place pour faire des bénéfices. Faire fructifier. Larry Fink dit ça va être terrible, mais ça va prendre du temps. Donc, déjà, le message est clair. Alors, pourquoi ça arrive? Alors, le signal, c'est Silicon Valley Bank, oui. Qui est une banque des startups californiennes, qui fait faillite. Donc, l'État californien arrête la banque et signe une espèce de mémo où ils garantissent les avoirs. Donc, en clair, les gens qui avaient mis de l'argent là ne vont pas perdre leur argent. C'est l'État, oui. Donc le citoyen américain, qui va payer. Bon, alors pourquoi? Il y a trois raisons majeures. Vous vous rappelez qu'il y avait une période d'argent facile où l'argent ne coûtait rien. Il y avait même de l'argent qui était prêté à des taux négatifs. Donc, les banques se sont goinfrées. Elles ont, même quand elles n'en avaient pas besoin, elles ont pris cet argent, elles l'ont prêté à des taux extrêmement faibles à des gens qui n'en avaient pas forcément besoin non plus. Et ces gens ont pris cet argent et l'ont placé dans des obligations. Oui, rapidement. Les obligations, c'est les États, la plupart du temps, ou des entreprises qui ont besoin d'argent, donc qui empruntent et qui émettent des titres, du papier, qui vous promettent que dans 5 ans ou 10 ans, on va vous rembourser, mais avec 5, 10, 15% de plus-value. Donc ça attire tout le monde à ce moment-là, quand l'argent est facile. Parce que ça alimente cette pompe d'obligations, parce que les États, par exemple, là, au moment du Covid, la France a emprunté plusieurs milliers de milliards d'euros, on est d'accord, et tous les pays européens, tous les pays du monde. Donc, argent facile, on prend cet argent, on le place dans des obligations, parce que les obligations, c'est quelque chose qui est un peu garanti, on va dire ça comme ça. Le remboursement... Ça ne suit pas les fluctuations de la bourse. Des actions. Les actions, ça fait yo-yo. Ça fait yo-yo, tandis que les obligations, c'est fixe. C'est fixe. Simplement... C'est fixe sur la valeur faciale. La valeur nominale. Par contre, ce qui fait le fun des financiers, c'est qu'une action, une obligation, ça devient un produit. Donc on peut vendre et acheter des obligations et elles ont des rendements quand elles deviennent des produits circulants. Voilà, absolument. Et ce qui s'est passé, c'est que l'argent facile, c'est fini puisqu'il y a une crise, il y a de l'inflation. Pour lutter contre l'inflation, les banques centrales augmentent le coût de l'argent. Donc, au lieu de moins 0,1, ça devient 3, 4, 5%. Et quand ça atteint 5%, les obligations deviennent moins attractives. Donc, comme les obligations deviennent moins attractives, leur rendement s'effondre, 15% en une année. Ça veut dire que quand vous avez acheté quelque chose à 100, il ne vaut plus que 85. Mais... vous avez pris l'argent de vos clients, vous les avez mis dans des obligations, et le client qui voit que son argent passe de 100 à 85, il revient, vous le demandez, bonjour, est-ce que je pourrais avoir mon argent? Donc les retraits massifs entraînent l'effondrement du titre d'abord de la banque, et quand on voit que votre action passe de 150 $ à 5 $, on ne vous prête plus d'argent. Or, vous avez besoin qu'on vous prête de l'argent pour payer les types qui sont venus chercher. Voilà, c'est ça c'est une catastrophe. Et donc, quand vous avez pris l'argent de gens qui ont pris l'argent d'autres gens, etc., c'est ce qui s'est passé en 2008 pour les subprimes, c'est celui qui est à la fin qui est le pigeon, quoi. C'est celui qui a prêté en dernier ressort. Donc, le deuxième élément,
c'est bien évidemment le contournement des lois. Parce que ça, ce n'est possible que si on est laxiste. Parce qu'il y a des niveaux d'engagement. Vous ne pouvez pas dépasser. Or, et c'est là la troisième raison, c'est que ce laxisme a été permis par un type redoutable, qui s'appelle Donald Trump. Mr. Trump. Mr. Trump a dérégulé l'ensemble. Vous savez, il a pété toutes les lois, tout l'encadrement, et les petites banques ont pu faire ça allègrement. Parce qu'il y a des types qui se sont considérablement enrichis en faisant ça. Donc, ça explose. Donc, on va aller vers des faillites multiples. Il faut faire très attention, parce que les répercussions sont immédiates sur le système international. Et le premier impact, c'est le Crédit Suisse, qui a été racheté in extremis par UBS, mais UBS est dans la même situation. Voilà, donc... Mais une question, est-ce que la réglementation européenne, qui est un peu plus stricte, est-ce que ça ne mettrait pas un peu à l'abri? Non, pas un holà, mais à l'abri. Malheureusement, non, parce que les engagements des banques françaises hors zone européenne sont considérables. Ce n'est pas en Europe qu'elles gagnent de l'argent. Elles gagnent de l'argent ailleurs, en outre-mer, entre guillemets. Pas chez nous, hein, mais ailleurs. Et donc, par exemple, tu as des banques comme la BNP, la Société Générale, qui sont exposées aux États-Unis à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc les rodomontades de Biden qui dit qu'il faudra que quelqu'un paie, ça va rester lettre morte. Non. De toute façon, ça va s'arrêter à un moment quand ça va atteindre des éléments stratégiques, donc des États. Voilà. Mais au total, il y a des centaines de milliers de petits déposants qui auront perdu leur fortune. C'est déjà le cas, parce qu'il y a une deuxième banque qui s'appelle First Republic, qui a fait faillite, et les 10 plus grosses banques américaines ont dû mettre la main à la pâte, à la poche plutôt, pour payer. Mais en 2008, ce n'était pas les banques qui avaient payé, c'était l'État américain. L'État américain avait mis 800 milliards de dollars en plusieurs fois pour sauver des tonnes de banques. En fait, c'est un système, le système bancaire international. Il ne connaît ni frontières, ni souveraineté politique, aucune restriction réelle. Non. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'espace. Non, ils sont à la fois dans l'espace, et aujourd'hui, les pays qui gagnent de l'argent, ce n'est pas en vendant du riz ou des automobiles. Les pays qui gagnent de l'argent, c'est des pays qui vendent de l'argent. Qui vendent de l'argent. Par exemple, les États-Unis, la Suisse, le Royaume-Uni, même la France. Le produit le plus rentable au monde aujourd'hui, le plus disponible au monde, c'est l'argent. Mais la contrepartie, c'est que l'argent n'a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie. Non seulement ce n'est pas visible, mais en plus, c'est complètement virtuel. Si tout le monde devait rembourser ce qu'il doit, il faudrait 4 planètes. Quoi. Oui, ça veut dire que le système s'arrêterait. Ouais. Donc c'est impensable. C'est comme si on n'arrête pas le cours de la vie, puisque c'est la vie du système capitaliste. Ouais. Et ça risque donc de s'étendre, oui. Ne serait-ce que par la crainte que les investisseurs ou même que les petites gens ont de voir leurs capitaux perdus. Il y a aussi la psychologie. Il y a une psychose qui aujourd'hui est au niveau des investisseurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle un investisseur? Par exemple, aux États-Unis, les gens, les salariés mettent une partie de leur cotisation, non pas à la sécurité sociale, mais dans des fonds de pension qui vont garantir leur retraite. Ces fonds de pension, l'argent ne doit pas dormir. Il faut le placer. Même s'il rapporte 0,5%, il faut le placer. Et ces fonds de pension ont placé leur argent dans des obligations, des actions, mais aussi beaucoup des obligations. Les obligations s'effondrant, ils perdent des fortunes. Et il se peut très bien que des fonds de pension s'effondrent et que des gens se retrouvent sans retraite. C'est le cas, je ne sais pas si vous vous rappelez d'une entreprise qui s'appelait E.ON. Oui. Au Texas, l'entreprise a disparu. Le fonds de pension qui était collé à l'entreprise et qui payait les retraites de centaines de milliers de personnes a disparu. Et les gens se sont retrouvés sans retraite. Sans retraite. Définitivement. Et sans prise en considération par l'État. Ah non, aux États-Unis, c'est fini, au revoir. Est-ce que la crise bancaire est susceptible de peser sur l'économie, on a vu, mais sur l'emploi, par voie de conséquence, puis l'inflation, est-ce que ça va... Alors, paradoxalement, quand on a une crise bancaire comme ça, tout le système se rigidifie, donc les prix, l'inflation s'arrête et s'effondre. Donc, il y a
Mais en même temps, c'est l'inflation qui est le moteur de la crise. Oui, donc alors il faut qu'on explique ça très rapidement. J'en ai parlé, c'est l'inflation post-Covid, tout le monde a voulu s'en mettre plein les poches, on est bien d'accord, et puis les coûts de production du redémarrage ont entraîné l'augmentation des coûts du produit final. Mais pour lutter contre l'inflation, il faut augmenter les taux d'intérêt pour réduire la demande, justement, parce que l'inflation, en fait, correspond souvent à une croissance très forte. Oui. Donc, pour baisser le feu sous la marmite, on augmente les taux d'intérêt. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus emprunter de l'argent à 1%. Pour faire chauffer la marmite. Et donc, la conséquence de l'augmentation des coûts de l'argent a eu l'une des conséquences sur la baisse des obligations, donc la catastrophe financière. C'est pas facile d'expliquer ces notions très subtiles d'économie, mais enfin, il fallait qu'on s'y mette. On n'a pas dit autre chose. Est-ce que la question est de savoir maintenant si le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale à l'encontre de M. Poutine est de même importance que, en tous les cas pour lui, pas du tout, mais au point de vue global, pas forcément. Hein. Alors déjà, je pense qu'on peut juste rappeler quand même que la Cour pénale internationale, c'est pas très très vieux parce que c'est un traité international qui s'appelle le Statut de Rome, qui a été adopté en 1998 et qui est rentré en vigueur en 2002. Donc ça fait 20 ans, c'est pas si important que ça. Il y a quelques chefs d'État qui ont été visés par des arrêts. Et il y a 123 pays qui ont signé ce traité. Parmi ces pays, il n'y a ni les États-Unis, ni la Russie, ni l'Ukraine. Il y en a d'autres, hein, mais je cite ces trois-là. Par contre, il est prévu qu'un pays qui n'a pas adhéré peut reconnaître la compétence. Et c'est ce que l'Ukraine a fait. Et c'est ce qui permet à la Cour d'être compétente pour enquêter, ce qu'elle fait depuis plusieurs mois, à la demande du procureur, et qui a donné lieu à ce mandat d'arrêt. Alors, dans les crimes... Qu'est-ce qu'ils vont reprocher à ce chef Vladimir ? Justement, dans les crimes qui sont, pour pouvoir bien comprendre, il y a une espèce de hiérarchie. Il y a les crimes contre l'humanité, il y a les génocides, il y a les crimes de guerre, et il y a les crimes d'agression. Et en l'occurrence, c'est un crime de guerre. Et la Cour pénale ne peut en rechercher que des personnes individuelles. Donc, en l'occurrence, c'est Vladimir Poutine et c'est la commissaire aux droits des enfants, Madame Marie Belova, qui est visée. Et ce qu'on leur reproche très précisément, c'est d'avoir déporté et transféré des enfants ukrainiens soit vers la Russie, soit vers des territoires occupés par la Russie, des territoires ukrainiens occupés par la Russie. Et c'est alimenté par un certain nombre d'enquêtes, de documents. Et notamment, ça prend plusieurs formes. Ça peut être, par exemple, il y a des enfants à qui on a dit « mais comme il y a la guerre, on vous envoie en colonie de vacances en Crimée, comme ça, pour vous mettre à l'abri. » Et puis, on ne les a jamais restitués à leurs parents. Il y a des enfants handicapés qui étaient dans des institutions et qu'on a enlevés. Il y a des enfants dont on a tué les parents, où on a emprisonné les parents et on a pris les enfants. Et ils sont dans des camps. Et ils vont dans des camps qui sont des camps de rééducation, dans lesquels on leur explique que bon, la Russie, c'est le sauveur suprême, l'Occident, c'est le diable, etc. Je caricature, mais à peine. Et en l'occurrence, comme ce sont la Cour doit reprocher des choses à des personnes individuellement, donc Poutine, en ce qui concerne Poutine, c'est parce qu'il a signé personnellement des décrets qui facilitent la nationalité russe à des enfants ukrainiens pour qu'ils soient adoptés par des Russes. Et ce même décret, signé par lui, permet de modifier complètement l'état civil de ces enfants, si bien qu'on ne peut plus les rattacher, en tous les cas, à une famille. Et en ce qui concerne la commissaire aux droits des enfants, c'est parce qu'elle a promu de façon publique l'adoption en disant dans les médias adopter des enfants, etc. Donc, elle a elle-même adopté un enfant. Elle a adopté un enfant. Donc c'est pour cette raison que c'est à titre personnel on leur reproche. Il y a de façon sûre 6 000 enfants identifiés. L'Ukraine dit 16 000. L'Ukraine dit 16 000. Alors la portée. Ce qu'il faut savoir, que la Cour pénale internationale n'a pas les moyens de faire exécuter ces arrêts. Mais les États qui sont adhérents peuvent le faire. C'est-à-dire que, en l'occurrence, si M. Poutine voyage dans un pays
dans un pays qui reconnaît la compétence, ce pays peut décider d'appliquer ce mandat d'arrêt international. Et il y a un certain nombre de pays qui ont déjà dit qu'ils sont prêts à l'appliquer. Ce qui veut dire que ça va forcément restreindre ces déplacements à la fois politiques, sportifs et culturels. Et ensuite, on considère que ça n'a pas été pris à la légère par la Russie parce qu'ils ont commencé par réagir en décidant de faire une enquête à leur niveau sur les juges qui ont donné cet arrêt international. Donc, pour les spécialistes du droit international, ça veut dire que c'est une importance. Mais plus important, me semble-t-il, il y a 2 jours, il y a quelques dizaines d'enfants qui ont été restitués à l'Ukraine. Donc, c'est la preuve quand même que ce n'est pas pris si à la légère que ça. Donc, c'est une affaire à suivre. Absolument. Emmanuel, à votre tour de plancher sur un problème politique, à savoir si le gouvernement est vraiment prêt est favorable du moins aux adaptations institutionnelles en Outre-mer, comme ça a été moult fois promis, notamment à la fin de l'année passée. Oui, alors la réflexion part du cas de Saint-Barth, qui a voulu tenter une expérimentation sur l'assurance maladie, notamment pour pouvoir adapter ses propres règles, pour faire venir des médecins sur son territoire et pour faciliter les évacuations sanitaires. Donc, c'est des problématiques purement locales pour lesquelles ce territoire cherche des solutions et donc invoque la possibilité d'adaptation conformément à ce que lui permet notamment l'article 73 de la Constitution qui donne une certaine marge de manœuvre sur ces affaires-là. Donc ça, c'est la demande. Le Sénat valide, à 100% d'ailleurs, 100% des sénateurs disent oui, et le gouvernement dit non. Le gouvernement dit non. Pourquoi ? En invoquant notamment les principes d'unité républicaine, les grands principes qui justifient qu'il ne peut pas y avoir de différenciation parmi les citoyens français. Donc voilà un peu le combat entre 2 logiques qui s'affrontent. Et en fait, cette affaire est quand même révélatrice de 2 choses, à mon sens. Un, l'obsession centralisatrice de la France. Donc on est dans le vieux schéma girondin montagnard où il y avait la culture de la centralité qui aujourd'hui est plus forte que jamais. Malgré des lois de décentralisation qui sont en vigueur depuis les années 80 et qui, sur le papier, ne cessent de se développer, malgré un discours, on va dire, décentralisateur, avec plus de pouvoir donné aux régions. Et donc, ces 2 logiques s'affrontent. Et on sent bien que malgré tout, cette obsession centralisatrice, elle est quand même très forte au niveau de l'État. Et que moi, ce que ça me provoque comme réaction, c'est de dire, mais on est en train d'arriver dans un vrai décalage, parce que le monde aujourd'hui est un monde qui se régionalise. Les envies, les besoins, les comportements naturels vont chercher des solutions plus proches du terrain. Et que cette centralité ne correspond plus à la vérité du monde. Et d'ailleurs, les grands conflits que l'on voit aujourd'hui en France, finalement, opposent la centralité à la région. Les Gilets jaunes, c'était ça, en fait. C'était ces deux visions de sa vie de citoyen dans un territoire qui, finalement... Donc, je pense que là, il y a des progrès à faire dans l'esprit français et de nos gouvernements pour... aller en faveur de plus de décentralisation. Ce qui fait Catherine Concorde, j'allais dire Concorde, dire le gouvernement, l'univers tout entier doit s'habituer à cette révolution culturelle qui consiste à dire que les peuples, en particulier les peuples de la dite mer, pour ne pas dire l'outre-mer, ont le droit d'avoir un regard sur leur réalité tout en demeurant dans l'espace français et européen. Lurel dit, moi j'étais un peu favorable à ce gouvernement, mais je suis en train de réviser ma copie compte tenu de ça. Il faut quand même rappeler que l'exécutif avait fait savoir, après l'appel des élus du mois de mai, du 17 mai dernier, il avait convoqué toutes les gouvernances des différentes collectivités d'outre-mer, ils avaient réuni et il y avait eu des mots très forts comme la possibilité d'évolution statutaire, on me dit ouvertement. Il y avait eu des phrases comme le sujet pourrait être évoqué. Alors je cite Macron, Borne, sans préciser
les auteurs de ces paroles fortes, le sujet pourrait être évoqué sans tabou dans le cadre d'une commission transpartisane qui se réunira avant la fin de l'année. On avait parlé de premier jalon de renouveau de l'outre-mer. On avait également dit qu'il faudra trouver des solutions sur mesure en s'appuyant sur les atouts de chaque territoire et l'expérience de ceux qui les animent, l'expérience de ceux qui les animent. Donc, si le monsieur de Saint-Barth qui a réussi sur l'article 74, qui est vraiment une réussite financière, économique extraordinaire, vous dites, donnez-moi une autonomisation de mon système d'assurance sociale parce que j'en ai besoin pour le bien-être et le confort de ma population. Si à lui on refuse cette possibilité, en plus de mettre aussi de son argent, il y a ça. Non seulement il demande d'avoir une autonomie de gestion, mais il demande également de participer financièrement. C'est que vraiment cette solution. Et parmi les promesses qui avaient été faites, on promettait également une coopération régionale, d'accorder une coopération régionale renforcée. Monsieur Letchimy, familièrement, je dirais, Sergio, veillez corps, et comme je respecte et que nous faisons une émission de grand public, Monsieur le Président de l'Exécutif, vous avez raison de croire en Monsieur Carenco, mais ce n'est pas évident que le reste du gouvernement aura une oreille aussi favorable à vos idées de responsabilisation, de prise en considération de votre majorité politique et de celle de votre peuple. Il faudra faire très attention. En tous les cas, c'est un dossier réellement à suivre qui nous permettra de faire attention au comité interministériel pour l'outre-mer. Je continue à creuser le sillon. Le président du conseil exécutif a rencontré le ministre Carenco et le président de l'ADOM. Mais Eddy va nous expliquer tout ça. Oui, en fait, la liaison avec ce qu'Emmanuel vient de nous traiter est totale. Hein. Enfin, je pense que tu le savais. Alors, il y a un truc, entre guillemets, qui s'appelle le Conseil interministériel de l'outre-mer, on va dire ça comme ça. Le SIOM. Le SIOM. C'est là où on négocie, en fait, C'est le comité interministériel pour l'outre-mer. C'est là où on négocie, on va dire, les deals financiers entre l'État et les différents satellites, appelons ça comme ça. Il y en a 11 au total. Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un communiqué qui vient de la CTM et qui marque la fin de rêve. Cette fin de rêve est explicitée dans le paragraphe 2 que je vais lire. Oui. Le président du conseil exécutif, donc Serge Letchimy, a également partagé les modifications législatives et réglementaires souhaitées par la Martinique dans le cadre du SIOM, notamment pour une meilleure diplomatie territoriale, une réelle autonomie alimentaire, mais aussi pour la sortie de l'ère de la chlordécone. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce deuxième paragraphe entérine le fait que le gouvernement et M. Carenco a dit à M. Serge Letchimy, il faut qu'on arrête de vous promettre ce qu'on ne va pas pouvoir tenir. On ne va pas faire ça. Ce qu'on ne va pas pouvoir tenir, c'est ce qui est contenu dans les fortes paroles que tu viens de lire, c'est l'espérance d'une modification statutaire accordant plus de responsabilités au territoire d'outre-mer à travers une révision constitutionnelle. Et on a déjà dit ça ici, il n'y aura pas de révision constitutionnelle. Tout simplement parce que pour qu'il y ait une révision constitutionnelle, il faut une majorité des 3/5 du Parlement, c'est-à-dire sénateurs plus députés, qui se réunissent en congrès et qui votent des évolutions institutionnelles. Notamment, on a vu ça sur plusieurs sujets majeurs et on l'avait vu pour l'article 73, 74, Sarkozy, etc. Qui, lui, avait une majorité forte et qui a pu réunir le Congrès. Donc, ce qui vient renforcer cette espèce de sentiment d'impasse dans lequel on est, c'est que, vous avez vu, pour quelque chose comme essentiel comme la Sécu et le prolongement, parce qu'on a pu utiliser le 49.3 uniquement parce que c'était un projet de loi qui était inclus dans une loi en fait, plus globale de la sécurité sociale. Du financement de la Sécu. Financement de la Sécu. La Sécu et le budget sont les deux sujets sur lesquels on peut
revenir inlassablement sur le 49.3. Toute autre loi, c'est une fois. Limité. C'est une fois. Bon, donc, il n'est pas totalement stupide, le président de la République. Il a mis l'allongement de l'âge de la retraite dans ce cadre-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair qu'il y avait deux options possibles. Soit on changeait la Constitution, et là, ça ouvrait vraiment la porte à une révolution dans les rapports entre l'État et les territoires d'outre-mer, soit on fait ce qu'on peut à travers des lois ou des règlements. C'est écrit là. Modification législative et réglementaire. Donc, en clair, le Congrès ne va pas aboutir à une demande de changement de statut. Donc, les Martiniquais peuvent dormir debout ou coucher. Mais en tout cas, ils sont tranquilles. Sauf si il y a une petite faute à l'occasion de la réforme constitutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie. Ah ben, j'ai cherché, il n'y aura pas. Non plus. Non plus, puisque les indépendantistes ne veulent pas qu'on les enferme dans un statut de territoire français ad vitam aeternam. C'est fini. Donc, ce qu'ils veulent, c'est l'indépendance. Or, le projet de réforme constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie, c'était là encore une manière de geler un peu les choses. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une vraie révolution. Hein. Ce petit communiqué qui a l'air de passer comme ça. Comme ça. Bon, on va continuer à creuser le même sillon. Oui. C'est une véritable émission politique aujourd'hui. Je suis bluffé, comme disaient les jeunes. Alors, donc, la mise en place d'une loi d'orientation et de programmation pour sortir la Martinique du scandale sanitaire de la chlordécone est tout aussi illusoire. Daniel, dis-nous ce que tu en penses quand même. Non, mais je ne trouve pas du tout que ce soit illusoire. Moi, je trouve, pour illustrer ce que disait Heidi, en disant la Constitution, il ne faut pas y compter le changement de la Constitution, on va plutôt vers des modifications législatives. Il y a trois domaines, tu as donné, la diplomatie territoriale, la sécurité alimentaire et la question de la chlordécone. Ouais. Et donc, par conséquent, est-ce que justement, ce n'est pas une occasion d'aller au plus près de ce que la population a subi ou espère avec une loi? Je rappelle que le président Letchimy, il a fait susciter une loi sur l'indivision qui est dérogatoire par rapport au droit commun français et qui apporte de vraies possibilités pour la Martinique. Donc pourquoi pas à la faveur de ce projet de loi d'orientation pour sortir du scandale de la chlordécone? Alors, je peux te poser une question. Oui. Ça coûte au gouvernement, ça coûte au budget, ça coûte à Bercy, cette loi sur la sortie des divisions? Alors, ça peut coûter. Ça peut coûter. Mais revenons à la chlordécone. Hier, donc, jeudi, l'Assemblée plénière adopte à l'unanimité, il faut le remarquer, à l'unanimité, la motion qui autorise le président du Conseil exécutif à négocier avec les parlementaires pour travailler avec le gouvernement pour présenter une loi de programmation. Et donc, l'Assemblée a décliné une cinquantaine de propositions. Et donc, le processus, c'est quoi? C'est que pour arriver à une proposition de loi qui est soumise au Parlement, il va falloir faire de la technique juridique pour pouvoir inscrire dans ce projet de loi des points. Et dans ces points, il y a quelques-uns qui me paraissent intéressants, hein, outre le fait qu'il y ait la question de la sauvegarde de la filière agricole, de la pêche, mais il y a deux points qui sont très importants, c'est la recherche et l'indemnisation. Et c'est là où on va voir véritablement s'il est possible d'arriver à une solution, puisque l'État, par la parole de son président, avait indiqué que l'État était responsable. Il avait reconnu. On va voir si, par exemple, ça peut se décliner en un fonds d'indemnisation qui est créé, alimenté forcément par l'État, géré par la collectivité. Bref, il y a des pistes et moi je trouve qu'il y a une invitation non seulement de travail de parlementaires, mais également des juristes. Et moi je pense que par exemple le barreau de Martinique et de Guadeloupe, puisque la Guadeloupe sera associée, on a de quoi fournir des indications. Je reviens sur la loi de l'indivision, où le barreau de Martinique avait fait des propositions aussi bien aux parlementaires qu'au gouvernement pour aboutir à ça. Il y a une possibilité de travail, de mettre en place une intelligence collective pour arriver à sortir d'une situation dont, à mon avis, la solution ne peut être que politique. Je ne vais pas persifler, être sceptique de façon outrancière. Un petit scoop.
Oui, oui. J'ai assisté au discours de Carinco qui inaugurait une usine de mise en conditionnement des bananes et il nous a dit, ça n'a pas été relevé, il nous a dit, dans quelques semaines, le président de la République va faire une annonce forte sur la création d'un fonds d'indemnisation sur la chlordécone. Donc tu as peut-être raison d'être optimiste. Oui, mais ce qui veut dire que ce que souhaite M. Letchimy, parce qu'il y a enquête, et je suis tout à fait d'accord avec lui, de co-direction, co-participation, non pas d'autonomisation, l'une de ces mesures, c'était qu'il voulait instaurer une co-construction pour l'élaboration et l'exécution du prochain plan chlordécone. C'est pas ça. Il y a déjà un fonds. Il y a déjà un fonds pour le chlordécone. Il voulait restaurer. Attends, laisse-moi finir. Il voulait restaurer la confiance entre les populations, l'État et les collectivités territoriales. On ne va pas lui donner cette mission-là. L'État va retrouver sa confiance en donnant un fonds tout seul, et M. Macron l'annonçant. Pourquoi faire M. Letchimy participer à cette aura? Peut-être dans la gestion du fonds, comme tu disais, la constitution du fonds, mais la gestion effective au plus près du territoire. Un peu comme sur les sargasses. Sur les sargasses, tu sais pourquoi ils vont le faire? Parce qu'ils nous auront entendu dans l'émission. La Cour des comptes appelle à relancer la décentralisation. On est vraiment sur le même terrain de jeu. Et bien, c'est dit qu'il va continuer à creuser le sillon. Désolé. Alors, la Cour des comptes titille régulièrement le gouvernement et obtient des résultats. Parce que je regardais l'historique des suggestions de la Cour des comptes, ces suggestions sont à l'origine de transformations majeures de la société française. Et c'est souvent des socialistes. Vous avez vu, depuis très longtemps, la Cour des comptes est dirigée par des socialistes. Bon, c'est l'État dans l'État. Alors, les élus ont intérêt à faire très attention, parce que les suggestions de la Cour des comptes vers, on va dire, un objectif de renouer avec l'ambition de cette décentralisation passent par des révolutions organisationnelle et budgétaire. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite, mais ça en prend le chemin. En clair, il y a trop de communes, 34 955. Alors, ça ne nous concerne pas directement, parce qu'ici, on a des énormes communes par rapport au truc où il y a 60 habitants ou 50 habitants en France. 34 000. Donc, il y aura beaucoup moins de communes et il y a trop de compétences impliquées. Alors, nous, on sert d'exemple, parce que sur le territoire national, c'est communes, interco, les EPCI, les fameuses communautés d'agglomération, les départements, les régions et l'État. Donc, il y en a 5. Et puis les métropoles. Oui, les métropoles, effectivement. Bon. En clair, la révolution, ça va être que les EPCI, les communautés d'agglomération communales vont disparaître. Alors là, les types sont déjà en train de frissonner. Et ça va être donné aux départements. Parce qu'on trouve que le département, il n'y a plus grand-chose. Ça, c'est en zone rurale. En zone urbaine, les métropoles vont absorber on va dire, des compétences et des zones qui étaient dévolues théoriquement aux régions ou aux départements. Donc, par exemple, la métropole de Lyon va devenir un truc énorme. La métropole lilloise va devenir énorme. Donc attends, avec des différenciations en fonction de la région, en fonction... Des adaptations. C'est très intéressant parce que, par exemple, il se peut très bien... Vous savez qu'il y a une loi qu'on appelle 3D qui est en train enfin, qui s'applique là, et qui va aboutir en fait à une plus grande décentralisation. C'est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on disait sur Saint-Barthélemy, mais le mouvement est profond. Le mouvement est profond. Par exemple, il y a de fortes chances qu'il y ait une fusion du département et de la région, ce qui est notre cas ici, en Alsace. Les types, ils sont sur ça. Mais ce qui est intéressant, c'est sur le plan budgétaire. Ce qui va être fait, c'est que la taxe, là, ça nous intéresse. Là, ça nous impacte. La fiscalité locale va être enlevée à la CTM et donnée aux EPCI. Bon, prenons un exemple. Il y a de très fortes chances qu'une partie de l'octroi de mer... EPCI. Oui, communauté d'agglomération. Voilà. Cap-Nord, CACEM, voilà, pour que les gens Espace Sud. Voilà. Ils ont besoin... Ces regroupements de communes ont besoin de financement plus important. Et derrière ça, il y a une volonté donc, de récupérer cette fiscalité locale et d'une part, d'éviter qu'elle parte, entre guillemets, en partie vers l'État, en partie vers la CTM, et qu'elle soit donnée directement aux communes. Le bloc communal, ce qu'on appelle le bloc communal.
En clair, la Cour des comptes a déjà, on va dire, construit une feuille de route pour l'État dans les années qui viennent sur la décentralisation. Très bien. Je pense qu'il est intéressant de parler de la jeunesse, parce que nous sommes là entre Quinca, Quadra. Oh, c'est gentil. N'allons pas plus loin. Je crois que les gens connaissent tout à fait. Une mission du gouvernement pour la jeunesse et qui a été confiée à un politique. Emmanuel, parle-nous de ça. Oui, donc Jean-François Caréco qui confie à Rodolphe Alexandre, qui est l'ancien président de la CTG, donc l'équivalent de la CTM en Martinique, une mission pour travailler, pour réfléchir sur la situation de la jeunesse dans les Outre-mer. C'est un vaste débat parce que quand on se penche sur ce dossier-là, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est le problème global des Outre-mer qui est traité à travers la jeunesse. Ce n'est pas simplement la situation des jeunes, puisque là, on est sur quelque chose d'assez structurel. Dans les Outre-mer, le chômage endémique des jeunes est majeur et massif. D'ailleurs, quels que soient les territoires, même s'il y a des situations particulières d'un territoire à l'autre, la démographie n'est pas tout à fait la même. Le poids de la jeunesse est différent d'un territoire à l'autre, mais le taux de chômage, le taux d'inactivité est quand même globalement très important. Avec plusieurs sujets, et je pense que la mission donc, est fondamentale, et je pense qu'il le fera bien, cette mission est menée correctement, ça sera l'occasion d'aborder des sujets on va dire, globaux pour pouvoir rebooster les Outre-mer. Parce qu'on ne va pas traiter le problème de la jeunesse en écartant le reste des sujets, parce que tout est lié, en fait. On est dans un principe systémique. Moi, ce que j'ai relevé comme enjeux fondamentaux, il y a l'enjeu de la formation. On a un vrai problème dans les Outre-mer avec l'illettrisme, qui est quand même majoritaire chez nous. On a le décrochage scolaire qui est très important, donc il faut lutter contre ces deux fléaux. Il y a aussi les formations d'excellence. On a le problème de nos jeunes talents qui, pour pouvoir poursuivre leurs études, quittent le territoire et souvent ne reviennent pas. Et donc là, il y a la question de la filière d'excellence à instaurer sur nos territoires. Donc il y a quelques expériences. Je pense à l'ICEA, je pense à Vatel ou Parallèle 14. Il y a quand même des expériences qui sont efficaces, mais il faut vraiment accompagner ces mouvements-là de manière plus massive. Ça, c'est le volet formation. Et puis, il y a aussi le volet de la dynamisation des activités économiques, parce que le chômage des jeunes est simplement lié au mur du manque d'activité économique dans nos territoires, parce qu'il y a une culture à déployer pour stimuler les créations d'entreprises. Il y a un vrai sujet sur l'activité économique en tant que telle, avec des débuts de pistes. On fait référence à ce qu'on évoquait la dernière fois, les zones franches sociales, qui, à mon sens, est une manière très claire de réveiller le tissu économique pour pouvoir accueillir des jeunes ultramarins dans l'emploi ici. C'est là que vous voyez que ce n'est pas qu'un problème de jeunes, c'est un problème global. Et la zone franche sociale, à mon avis, est une réponse très concrète, très directe pour traiter le problème de ces jeunes. Il y a aussi la culture d'entreprise à stimuler, l'esprit d'entreprendre à réveiller. Il y a un troisième enjeu qui, à mon sens, est l'enjeu du réveil des services publics. On ne peut pas intégrer correctement nos jeunes dans la vie active si le transport ne marche pas, si les crèches ne sont pas accessibles, si la santé est difficile d'accès, etc. Un vrai sujet qui est posé à nos collectivités. Et puis enfin, globalement, des stratégies d'attractivité, parce que l'enjeu est de rendre nos territoires désirables pour que ceux qui partent veuillent revenir, parce qu'il y a une vie culturelle intense, il y a une vie nocturne réactive, etc. Vous voyez, donc on est là dans quelque chose de systémique, de global, mais c'est un sujet passionnant et je crois que Rodolphe Alexandre a du pain sur la planche. Je crois qu'en fait, je n'avais pas dit élucubration, ce n'est pas vrai, on a traité les choses sérieusement, mais tous nos débats se résument au sujet qui a été confié à Emmanuel, parce que c'est les jeunes qui vont prendre leur place et qui devront trouver une place dans ce pays. Un petit jingle pour qu'on passe à la musique. Au moment où je vous parle, Christian Boutan est en quelque part dans le monde. Je ne vais surtout pas trahir sa destination. Oui, parce que vous n'êtes pas à savoir ce qu'il fait.
Alors, on va essayer quand même de mettre un peu d'oxygénation avec ce que j'ai appelé les coups de cœur musicaux. Alors, voilà comment on va jouer. Je dis ça à mes partenaires. On passe des choses, je les présente très rapidement, comme ça, parce impromptu. Et puis après, vous avez droit chacun à une phrase de commentaire, parce qu'il nous reste 6 minutes d'émission. Alors d'abord, Gilberto Passos, Gil Moreira, connu sous le nom de Gilberto Gil, le Brésilien qui, comme on le sait, avait été ministre de la Culture de Lula, dans un morceau qui s'appelle Quereme de Rumbason. Velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar. Depois na praça caí em mim, senti preguiça no corpo e numa esteira de vinho, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Juste pour dire que pour ceux qui ont été militants comme moi, Gilberto Gil, c'est aussi celui qui, par sa musique, s'est opposé à un moment donné à la dictature au Brésil. Sûr. Donc c'est des souvenirs. Non, mais c'est pareil. Moi, j'ai la même réflexion qu'il y a quelques semaines. Comment des gens qui arrivent à une telle richesse peuvent mettre un type comme Bolsonaro, heureusement que de temps en temps, c'est le balancier. Mais je suis désespéré de cette espèce de rupture. Moi, je suis fasciné par la danse des doigts sur les cordes d'une guitare. Il faut que vous sachiez, alors Emmanuel a commencé à prendre des cours de guitare. Et il connaît 3 accords. Je lui ai dit, écoute, il faudra changer les accords, parce que tu vas rester là-dessus toute ta vie. Non, mais les gens cherchent, lui, il a trouvé. Oui. Maria Rosa Canelas, mieux connue sous le nom de Rosina de Valencia, était une compositrice, arrangeuse, etc., etc. Enfin, écoutez, elle a joué avec Baden-Powell, Sergio Mendes. Donc, c'est des paroles, tout ça. Musica, la musique. C'est formidable parce qu'on apprécie le pur, la guitare pure, sans rien à côté. C'est formidable. Los Van Van est un groupe musical de Cuba créé par le bassiste Juan Formel en 1969. Il y a un tas d'enseignements qui ne vont rien vous dire. Je pense que, et puis les prix qu'ils ont obtenus, Grammy Award, Grammy Award, Grammy Award, Grammy Award, chaque fois il y a un truc à la queue. Grammy Award du meilleur album, Grammy Award de ceci. Écoutons la musique, écoutons la musique. Los Van Van. Nos dejamos tener ese lazo y casi
On peut faire les disc-jockeys, hein, si vous voulez bien. Alors, Rhapsodie et fantaisie martiniquaise de Manuel Césaire, Naissance d'un peuple. Ça, c'est extraordinaire. Et ça n'a pas tellement été diffusé en Martinique. J'ai toujours un petit serment de cœur quand j'entends ça, parce que j'avais fait un reportage photo dans les studios de Hibiscus Records, et j'avais donc plusieurs bobines que j'avais laissées au fond de sac que j'ai passé à X-Ray. Et puis naturellement, quand j'ai voulu développer, c'était tout en blanc. Bon, pour celui qui fait de la photo, il comprendra que c'est le plus grand malheur qui puisse y arriver. On a peut-être le temps d'entendre maintenant Libertango. On y va tout de suite. J'ai eu un grand plaisir à être avec vous aujourd'hui, comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous le plus tôt possible, c'est-à-dire la semaine prochaine. Oui. Si je m'écoutais, je vous dirais on revient, on fait ça demain, et puis on fait une émission quotidienne. Ça n'est pas possible. Merci à toute l'équipe, merci à David, merci à Mehdi, merci à Flore, à tout le monde qui sont. Giovanni, le jeune, le petit stagiaire dont j'ai oublié le prénom. Je leur dois du respect parce qu'ils nous permettent là d'abord de nous faire plaisir à nous et de faire plaisir à, je crois, On espère. à peu près 80 000 Martiniquais. C'est ça le chiffre. Hein. Plus 20 000 Guadeloupéens. Oui. Et c'est pour ça que je traite de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, j'ai péché. J'ai oublié de dire. Pourtant, j'ai des sujets sur la Guadeloupe. Eh bien, à la semaine prochaine.